Alors, quand j'ai été invitée à venir donner une présentation pour vous partager l'expérience qui se fait dans le bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre, donc j'ai été très enchantée. Mais je me suis dit, je ne peux pas le faire toute seule, c'est pas possible, parce que le succès de ce projet, la réussite de la mobilisation active dans ce territoire, en fait, on la doit aux producteurs qui se sont mobilisés dès le départ. Et pour moi, c'était important qu'un producteur agricole soit présent avec moi et qui partage lui-même son expérience et son vécu au travers ce beau projet-là. Donc, c'est comme ça que j'ai invité Paul et je suis très contente qu'il ait accepté de relever ce défi de partager l'expérience avec moi. Donc, l'innovation agricole au service des agroécosystèmes de la rivière Pot-au-Beurre. Là, on vient de voir le projet Castor. Donc, nous, on est vraiment un territoire 20 fois plus grand que dans le projet Castor. Donc, c'est beaucoup plus grand. Et c'est ça. Donc, on va vous présenter on va vous raconter notre histoire. Donc, c'est à travers une histoire, comment que le projet est né, donc la genèse du projet de la Pot-au-Beurre, comment est-ce qu'on va concilier les usages agricoles et phoniques de ce territoire névralgique, un petit peu la mobilisation, donc les enjeux du territoire, comment est-ce qu'on les a caractérisés, comment les a identifiés, comment qu'on est parti vers un projet collectif. La mise en place d'un comité de bassin versant qui était vraiment un facteur de succès pour maintenir la mobilisation et poursuivre les activités qui sont dans ce territoire. L'importance de la coordination pour arrimer, supporter et accompagner justement financièrement les producteurs. Les résultats, on va vous les partager. On propage les pratiques durables. L'innovation et l'apprentissage par les pairs, donc d'agriculteur à agriculteur. L'innovation aussi qui a été mise en place grâce au projet de laboratoire vivant avec Agriculture Canada. Et on en fera après la suite un constat et un succès. Genèse du projet par bassin versant. Rapidement, les grandes étapes de ce projet-là. Ça a commencé autour de 2015, quand on a eu le mandat de la part du ministère de l'Agriculture, donc c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de caractériser le territoire et de mobiliser les acteurs autour d'un projet par bassin versant, parce que ça faisait déjà quelques années que les acteurs du milieu essayaient donc de se concerter pour un projet dans ce territoire-là. Et donc, en 2016, il y a eu donc la mobilisation des producteurs pour la réalisation de PA. Et on était un des premiers projets collectifs de cette taille-là, où on est arrivé à avoir 104 PA qui étaient réalisés en l'espace de quelques mois. Donc ça, c'était une première quand même, somme toute, à travers le Québec. Ensuite, on a mis en place cette phase 2, qui était le projet collectif, qui a démarré dans un premier temps sur 2 ans. Puis vous le savez, 2 ans, c'est pas suffisant. C'est juste le temps de faire la connaissance avec les producteurs et puis d'apprendre à les connaître. Et on a poursuivi encore, donc on a eu la confiance du ministère pour poursuivre pour 4 ans. Le projet se termine, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en va vers une phase 3. Donc, rapidement, c'est quoi le territoire? Le bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre, je le dis, c'est un territoire d'environ 202 km². C'est cultivé à hauteur de à peu près 54% du territoire est agricole. On est quand même une centaine de producteurs qui cultivent sur ce territoire-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 10 000 hectares bon an, mal an qui sont cultivés, principalement avec du maïs, soya, un peu de foin, des céréales et un petit peu de maraîcher. Et c'est plus de 300 km de cours d'eau. On est situé au nord-est de la Montérégie, en plein cœur du bassin du territoire de la MRC Pierre de Sorel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un territoire névralgique à haute valeur écologique parce qu'on est au sud du lac Saint-Pierre, réserve de la biosphère. En aval du bassin versant, c'est la Belle-Avalière, une zone inondable d'à peu près plus de 1000 hectares qui sont cultivés, milieu humide qui représente 14% du territoire. Et donc, en incluant les boisés, fait 46% du territoire et quand même avec un territoire de milieu humide et puis de boisés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux phoniques, c'est vraiment une grosse priorité dans ce territoire-là. Beaucoup d'espèces à caractère, à statut particulier. Je parlerai du goglu, mais je parlerai aussi de l'hirondelle, puis du petit menet d'herbe et d'autres espèces qui sont donc à valeur phonique importante. Donc, on est parti, on a décidé de caractériser le territoire, de comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques qui existent. Beaucoup de ravinement au champ, donc il fallait faire donc des actions au niveau du champ, décrochement de berges au niveau de la zone aval du littoral, parce que tout ce qui est en amont a beaucoup été linéarisé, et on avait des problématiques avec les bandes riveraines aussi. Donc, il y a eu aussi une analyse de Russell-Kahn qui a été faite, et on a vraiment identifié toutes les zones d'érosion, puis tous les points jaunes là que vous voyez, c'est vraiment toutes les problématiques d'érosion qu'il y avait sur certaines parcelles. Donc, c'était quelque peu généralisé au niveau du bassin versant, très plat, très plane comme territoire. Donc, à l'issue de cette première phase de caractérisation qui a été faite, on a identifié donc les enjeux
agricoles, des enjeux de cohabitation agriculture-faune, des enjeux d'écoulement d'eau. Et là, on a identifié les zones prioritaires où il fallait travailler. Donc la qualité de l'eau, l'érosion et les pertes de sol, travailler sur les bandes riveraines, la cohabitation agriculture-faune et aussi mobilisation et la reconnaissance des problématiques. Paul, c'est là qu'on va intervenir parce qu'à partir du moment qu'on a fait ce diagnostic-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Passage à l'action, il faut qu'on présente les résultats aux producteurs et puis il faut qu'on les mette en amont de la démarche, dès le début. On n'attend pas de réaliser un plan d'action et puis d'aller leur dire, il faut qu'on le mette en place chez vous. Non, c'est vous qui allez nous aider à l'élaborer. Et c'est comme ça que toi, tu rentres en... C'est à partir de ce moment-là, c'est ça que je suis arrivé un petit peu dans le portrait. Quand on m'a demandé de faire partie du mouvement, mais c'était de se dire, regarde, au moins, on va être intéressé, on va participer à la solution. On s'est senti partenaire dans la façon de trouver la solution. Puis c'est ça qu'on a partagé à nos agriculteurs alentour de nous autres. Fait qu'on s'est retrouvés en rencontre avec plus de 30% des producteurs du bassin versant, avec plusieurs agronomes, des intervenants du MAPAC, de la MRC, etc. On savait qu'on ne ferait pas ce travail-là tout seul, qu'on était en voie de faire un comité pour ce fameux bassin versant-là. C'est du travail, là, c'est 10 000 hectares, on parle de 100 agriculteurs, c'est quand même un dossier d'envergure. Fait qu'on a eu, comme dit Yasmina, toute la présentation des caractérisations, diagnostics, etc. Puis en même temps, on en a profité pour faire participer des agriculteurs qui étaient déjà en mode innovation au niveau des pratiques agro-environnementales sur leurs fermes, fait qu'ils ont partagé leurs expériences, leur vision, puis de ce qu'ils voulaient faire dans le futur. Puis ça nous a emmené avec certaines réflexions individuelles, tout ensemble, quand on se questionnait, c'est d'aller vers des nouvelles pratiques au champ qui nous permettraient d'être plus efficaces au niveau de la pression, au niveau de nos cours d'eau, une meilleure gestion de l'eau par rapport au drainage, par rapport aux problématiques d'érosion. Les bandes riveraines, finaliser ceux qui n'étaient pas encore réglementaires, puis aller encore plus loin dans notre secteur. Vous allez voir tantôt les aménagements qu'on a faits, mais beaucoup d'aménagements qui sont faits. On appelle ça des bandes riveraines bonifiées, avec un volet moustique, insectes pollinisateurs et biofaune, etc. Et puis, en même temps, l'ensemble des agriculteurs du groupe se disaient ça nous prend de la formation, ça nous prend de l'accompagnement pour aller vers ces techniques-là. C'était déjà mentionné. Fait qu'on a travaillé ensemble dans une réflexion collective, mais c'est important pour nous autres que chaque agriculteur y aille selon ses propres priorités sur sa ferme, de la façon qui fonctionnait pour être capable d'avancer tout le temps continuellement au niveau de nouvelles pratiques. Tout à fait. Donc, pour nous, c'était important de mettre en amont de la démarche les producteurs dès le début, donc de les impliquer et que les solutions émanent d'eux. Donc, c'est important. Donc, c'était une approche novatrice, avant-gardiste de laboratoire vivant directement qu'on était en train de mettre en place. On a identifié les zones prioritaires. Donc, on s'est dit, on a 2 ans, il faut qu'on court. Donc, c'est toujours la course après la montre. 2 ans. Donc, vous le voyez dans la première carte. Donc, c'est toutes les zones en jaune et en rouge. Ce sont toutes les zones qui étaient à fort potentiel d'érosion, incluant la zone inondable. Ensuite, quand on a eu un peu plus de loose, on a décidé d'intégrer ça à l'échelle du bassin versant, mais par sous-bassin versant. Première rivière, deuxième, troisième, des tailles différentes, des enjeux différents. Et par la suite, on a intégré tout ça, à la fois les zones prioritaires et par sous-bassin versant. Et c'est comme ça donc qu'on a poursuivi notre démarche et notre vision. Tu sais, on a partagé ensemble les agriculteurs, puis on s'est dit, là, il faut faire de quoi pour notre qualité de l'eau. Il faut vraiment intervenir par rapport à ça. Puis on se dit, c'est comme en vacances. Ce qui se passe en vacances, ça reste en vacances. Ce qu'on fait au niveau de nos champs, il faut que ça reste dans nos champs. Il faut s'organiser pour agir à ce niveau-là. Puis c'est ça qui nous a amené à réaliser ensemble que le nœud pour partir de cette façon-là, c'est de vraiment aller vers la santé des sols. Quand on parle de tout ce qui est autour de la santé des sols, les rotations, les systèmes de culture complexes, les réductions de pesticides, ça va nous emmener avec une productivité accrue de nos champs, mais qu'on va être capable de réussir des bons rendements, mais avec un équilibre des ressources autour de la ferme pour nous permettre d'atteindre des qualités de récolte en quantité, puis en même temps, ajouter à ça un volet de protection faunique par rapport aux goglus des prés, les rondelles et même les pollinisateurs autour de nos champs pour avoir un environnement qui est super efficace au travers de notre production. Tout à fait. Donc, par la suite, donc, quand le projet collectif était mis en place, il y a des gains pour les producteurs d'avoir un projet collectif. D'abord, ce sont des opportunités d'agir sur plusieurs plans. On devient une vitrine des bonnes pratiques, on communique, on coordonne les actions, on agit collectivement et individuellement, mais aussi, il y a l'aide financière intéressante qui vient à travers le programme Prime Vert volet 1, parce que les entreprises ont le droit à 90% des dépenses admissibles.
Donc, c'est là qu'on s'est dit, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait un comité. Puis un comité de bassin versant, Paul? On avait fait déjà des tentatives de comité, mais ça était tout souvent ce qui m'a attiré vraiment quand on a fait cette version de comité-là, c'était le mot un comité d'action. On était déjà une ferme en action à ce niveau-là. On voulait vraiment inciter les agriculteurs à se mettre ensemble puis passer à l'action, arrêter de se plaindre que ça va pas bien. Il y a des irritants partout dans ces niveaux-là. Souvent, tantôt, il y a quelqu'un qui a dit on passe souvent pour les méchants. Mais à un moment donné, on a fini par oublier ça puis d'avancer puis de se dire bon, on va faire un comité puis on va se retrousser les manches puis on va agir sur le territoire. Fait que c'était le comité. Le rôle principal, c'est de planifier, coordonner toute la vulgarisation, les échanges avec les agriculteurs. Puis on a quand même une force dans notre bassin versant qui est vraiment le fun. Là. Il n'y a pas de compétition, il y a vraiment de l'entraide. Puis le partage avec les pairs, avec les voisins, c'est vraiment constructif. Puis on s'est assuré d'avoir un comité qui représentait les agriculteurs, qu'on avait avec nous des agronomes, puis des gens aussi des MRC, du MAPAC qui nous accompagnent alentour pour avoir une idée très large de tout ce qu'on avait comme défi là, à réussir là, comme comité. On fait des rencontres, là, 3 à 4 rencontres par année là, pour planifier nos choses, à part des activités là, qu'on fait au champ. Tout à fait. Donc, vraiment un comité de bassin versant très dynamique, essentiellement composé de producteurs, parce que c'est avec eux que les solutions doivent émaner, avec les agronomes du territoire et le partenaire majeur qui reste, certes, le bailleur qui est le MAPAC, mais aussi la MRC. Donc, ça, c'est un acteur incontournable pour nous. Les autres aussi partenaires incontournables, je les ai nommés, les clubs conseils et tout. Il y a eu aussi les collaborations avec le ministère de l'Environnement pour le suivi de la qualité de l'eau de surface, avec Environnement et Changement Canada, donc pour le suivi des pesticides, mais aussi du financement supplémentaire qui est venu faciliter la mise en place des actions. Donc, on est allé chercher ça. Et puis, un partenaire aussi d'envergure qui est Alus Montérégie, le programme pour la rétribution qui a facilité la mise en place des aménagements favorables pour la biodiversité. Mais il y avait aussi un réseau d'agronomes et de conseillers super efficaces dans le territoire qui faisait partie aussi, certains, du comité de bassin versant, qui n'étaient pas du tout en compétition de ma clientèle, ta clientèle. Et aussi, comme Paul l'a précisé, les producteurs n'étaient pas en compétition, au contraire, dans la pote au beurre, ils sont là, ils partagent les expériences et tout. Donc ça a été aussi un des gains de succès. Paul, tu me disais souvent l'importance de la coordination. Oui. Ça, tu le ressors souvent ça, on avec en les reparle autres. souvent. C'est vraiment un des facteurs clés de notre réussite. Je pense que où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Bon, on a Yasmina qui est notre bombe à retardement qui groupe tout son groupe, là, qui sont quand même 12 personnes avec elle, je pense, aujourd'hui, avec son équipe qui supporte les agriculteurs. Mais supporter les agriculteurs, c'est important parce que quand l'agriculteur décide, quand on décide, nous autres, on fait déjà 100-120 heures par semaine, de décider d'aménager une bande riveraine ou faire de quoi de nouveau, on ne veut pas taper à la porte du Primevert pour savoir si ça marche, à l'autre programme si ça marche, poser des questions pour les permis. Eux autres sont capables, avec leur expertise, de nous emmener ça comme un buffet tout préparé. Dès que l'agriculteur il met le pied dans la porte, de dire « je veux m'installer des avaloirs », etc., ils ont des expériences avec d'autres agriculteurs qui l'ont déjà fait. Ils ont des données. S'ils veulent planter des arbres, ils ont des essences d'arbres qui sont proposées pour faciliter justement le passage entre dire « je veux faire quelque chose » pour pas que ça devienne un chemin de labyrinthe avant d'arriver au résultat, passer le plus rapidement possible du point A au point B. Fait que c'est vraiment important qu'on ait de l'investissement. On les remercie souvent, ces équipes-là. Ils sont dédiés, sont dans le champ avec nous autres, mais on se sent accompagné. On ne se sent pas tout seul en train de monter notre projet. On se sent poussé vers quelque chose qui nous emmène ailleurs. Puis on pense qu'on s'en va dans des belles places. Là. Fait que c'est comme ça qu'on le fonctionne. Puis là, on a hâte, on va vous partager nos succès, nos réussites, en tout cas ce que les producteurs ont mis en place avec la collaboration donc, des partenaires. Rapidement, santé des sols. Donc, je vous parle des résultats et encore tout n'est pas encore compilé. Quand on est parti, on vous l'a expliqué, on est à peu près un territoire de 10 000 hectares qui est cultivé. On était au départ à peine avec 1 000 hectares de pratiques de conservation des sols. On est rendu à plus de 3 000 hectares. Je pense que c'est 3 500 là maintenant. Où on a intégré vraiment très facilement chez certains producteurs toutes les pratiques de culture de couverture, de céréales d'automne, semi-direct, implanter plus de prairies et tout. Donc ça a été important. Et un des défis, puis des freins pour la mise en place de ces pratiques,
principalement les cultures intercalaires et les cultures de couverture, ça a été que les producteurs n'étaient pas équipés. Fait que tout de suite, on a discuté avec les producteurs du bassin versant. Certains se sont proposés, se sont équipés et ont mis en place un service d'implantation de cultures de couverture à forfait qui a été offert donc aux producteurs. Et puis c'est souvent des appels téléphoniques. Bon, on est dans la bonne fenêtre. Quand est-ce que tu débarques? Quand est-ce que tu viens? Lui, il t'attend, son champ est prêt et tout. Donc ça, c'est vraiment, ça a été vraiment un des leviers. Vous l'avez vu, tantôt, on vous a montré la carte où il y avait beaucoup de problématiques d'érosion. Entre 2017 et 2022, c'est plus de 300 ouvrages hydro-agricoles qui ont été aménagés, donc des avaloirs avec bassins de sédimentation intégrés, des versoirs en rocher, des bassins de sédimentation, des sorties de drains. Et on a été vraiment accompagnés avec le conseiller du MAPAC, là, Ghislain Poisson. Ça a vraiment été une belle collaboration. Et aussi, les agronomes et les producteurs aussi étaient partants pour la mise en place de ces innovations. Le suivi aussi au niveau de la gestion des intrants, rapidement. Nous, on a beaucoup travaillé sur la réduction des indices de risque pour les pesticides. On a eu donc des réductions entre 2017, 2018 et 2022. 20 entreprises ont réduit leur indice de risque, des fois jusqu'à moins 30%, fait que c'était quand même intéressant. Et un des enjeux sur lesquels on a travaillé, c'est de réduire les superficies avec traitement de semences insecticides. Donc, on a fait beaucoup de dépistage et beaucoup de producteurs ont justement abandonné les traitements de semences insecticides. Parmi d'autres réalisations, il y avait la mise en place de bandes riveraines réglementaires, mais nous, on est allé au-delà du réglementaire, on a aménagé des bandes riveraines élargies, et là, ça a été, chaque producteur acceptait un modèle qu'il mettait en place. Donc, celui qui était réfractaire aux arbres, il y avait des arbustes, puis ça l'enchantait, parce que c'était facile d'entretien. D'autres ont mis en place des bandes, des prairies riveraines de 20 mètres. Oui, il y a eu des prairies riveraines de 20 mètres. D'autres ont planté des arbres. Et c'est donc le bilan, plus de 30 km de bandes riveraines et de brise-vents qui ont été aménagés durant la durée du projet. Pour faciliter la mise en place des projets phoniques, on est allé chercher un financement supplémentaire. On a réalisé des cahiers de propriétaires phoniques et agricoles où il y avait une partie commune à chaque producteur. On présentait les résultats de suivi d'IQBR, donc concernant les bandes riveraines, mais aussi du suivi des pesticides, des résultats de la qualité de l'eau, où on indiquait qu'on avait encore des croûtes à aller manger. Et il y avait après des aménagements personnalisés sur chaque ferme. Et donc ça a facilité justement la mise en place d'aménagements. Différents aménagements vraiment de toute beauté sur le territoire, plus de 30 km d'aménagement au total. Puis ce qui est beau, si vous remarquez sur les images, on a des agriculteurs d'un certain âge avec des jeunes aussi, fait que c'est payant, c'est visible que ça a un certain intérêt pour le futur. Tout le côté qui était vraiment un succès, là, c'est qu'au début, il y a eu des nichoirs à hirondelles qui ont été installés pour tester quelques-uns ici et là. Les succès ont été exceptionnels. Les agriculteurs ont commencé à en redemander. D'autres agriculteurs s'en sont parlé. Ils étaient tellement contents d'avoir des hirondelles dans leur champ. Ils ont fabriqué eux-mêmes des nichoirs à hirondelles. Maintenant, sur le territoire, on a un peu plus que 300 nichoirs à hirondelles qui sont installés puis qui sont occupés environ, présentement, là, jusqu'à 75% quand on fait nos diagnostics de suivi là, par rapport aux pontes puis aux nouvelles naissances qu'il y a au travers de nos champs. Tout à fait. Et puis d'autres structures phoniques aussi qui ont été mises en place, comme des perchoirs, des dortoirs à chauves-souris. On fait de la fauche retardée aussi, donc en faveur des oiseaux champêtres comme le goglu. On a aussi accompagné certains producteurs dans des territoires plus sensibles en aval du bassin versant, où on savait qu'il y avait des enjeux pour le petit poisson qui est le menet d'herbe. Donc on a fait de la stabilisation de berges par génie végétal. C'est à peu près 4 km de berges qui ont été restaurées par cette technique-là. Et au travers de tout cela, on avait des indicateurs de suivi de résultats. Donc on a été accompagné par le ministère de l'Environnement qui a financé donc le suivi de la qualité de l'eau depuis 2015. C'est sûr qu'on a encore des enjeux d'azote et de phosphore et de matière en suspension. Sophie, on est encore dans la note C, D là. Tu sais, Paul, lui, ça l'achale de savoir on est encore pour le suivi des diatomées dans le D, mais on s'améliore, on le sait, parce que dans le suivi des pesticides, le fait qu'on ait travaillé par sous-bassin versant, il y en avait un territoire, de la deuxième rivière Pot-au-Beurre, où il y avait quasi-absence de pesticides et que les données, les résultats s'apparentaient à un bassin versant non agricole. Ça a motivé les producteurs. Dans les deux autres, on retrouvait un peu plus dans les dépassements, critères de dépassement, c'était des traitements de semences insecticides, donc des néoniques, et on retrouvait aussi un peu de glyphosate. C'est pour ça qu'on a mis le gros suivi sur les traitements de semences insecticides.
site. Et on a fait d'autres caractérisations. Le rayonnement, on l'assure à travers notre page Facebook, des bulletins qui sont émis chaque année. Donc ça reste quand même intéressant. Et l'innovation. Il y a l'innovation par rapport au champ. Il y a eu 20 activités de transfert. L'avantage des activités de transfert dans un bassin versant qui est rapetissé, c'est qu'on se sent chez nous. On va voir quelque chose qui se fait sur une terre qui ressemble à la nôtre. Fait qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faites pour l'ensemble des agriculteurs sur le territoire. Puis tu peux passer à la suivante, Yasmina. Puis il y a aussi même pour des problématiques un petit peu plus spécifiques pour certains agriculteurs qui, exemple, sont 3 ou 4 qui ont un petit problème dans leur secteur. Il y a eu quand même pas de la co-création, mais du co-développement au niveau de certains petits groupes avec un agronome pour qu'ensemble les agriculteurs, les 4-5 touchés, puissent monter un projet d'amélioration au niveau de leur terre là, quand c'était conclu, quand c'était besoin qui était senti. Il y a tout le côté, la route des sols en santé. On a plusieurs agriculteurs leaders dans notre coin. On a 11 entreprises comme dans notre territoire, sur notre bassin versant, sur les 30 au total dans Montérégie qui se sont mentionnés dans la route santé des sols. Il y a eu des capsules vidéo qui ont été partagées sur des fermes pour montrer l'expérience qu'on avait au niveau de tout ce qu'on faisait au niveau de l'agro-environnement, puis plusieurs panneaux qui ont été installés pour montrer la fierté des agriculteurs d'être faire partie de ce réseau de producteurs innovateurs-là. On achève. Donc, en plus de ça, donc on était déjà dans un mode de laboratoire vivant. On est approché par les chercheurs d'Agriculture Canada qui ont mis en place donc un projet de laboratoire vivant à travers le lac Saint-Pierre, donc 3 bassins versants, dont celui de la Pot-au-Beurre. Et on reprend la même chose en amont. Ils vont consulter les producteurs. Les producteurs identifient donc les problématiques sur lesquelles on souhaite travailler. On était déjà dans une démarche collective. On était bien avancé dans notre réflexion. Ça a beaucoup surpris les chercheurs. Ils étaient vraiment étonnés. Et donc, c'est sûr qu'au début, avec la COVID, ça a un petit peu ralenti les activités, mais les suivis au niveau des fermes, les co-créations, il y a eu des ateliers qui ont porté tant sur la couverture du sol ou la gestion des sols et des intrants, les bandes riveraines et l'alimentation animale, puis toutes les activités qui en ont découlé par la suite avec donc les journées et le partage des résultats au niveau des fermes. En conclusion, ce qu'on peut dire dans nos défis motivation, pour nous, c'est important de garder la mobilisation active des producteurs du territoire. Il y a des producteurs leaders qu'il faut poursuivre et continuer à les motiver. L'accompagnement par les pairs, donc de producteur à producteur, l'entraide, le partenariat. Poursuivre nos efforts pour faire rayonner les actions afin de valoriser l'action collective sur du long terme, pas 2 ans, pas 4 ans, mais plus. Puis au niveau de la reconnaissance de la collectivité, je pense que c'est un moteur qui est vraiment fort au niveau des agriculteurs. On est des gens qui sont fiers, on est fiers de ce qu'on fait comme job. On réussit à nourrir nos gens, nourrir notre biodiversité, qu'autant la faune que les insectes. Puis tout en étant capable, quand on travaille de cette façon-là, d'avoir des bénéfices environnementaux à haute valeur environnementale qui, en fin de compte, font le lien avec nos consommateurs. Ça répond aux valeurs de nos citoyens. Ça donne une force à notre achat local ou la façon de faire le lien entre la ferme et les citoyens qui sont dans la salle, qui consomment les produits locaux qu'on espère le plus possible et qui sont prêts à me donner 5 cents sur mon pain quand il vient du Québec. Merci. C'est fini.